Voilà, Yann, rebonjour. Rebonjour Pascal. Nous avions souhaité faire ça en deux temps parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire dans le cadre de ton témoignage, d'autant plus que si dans une première partie, nous avons parlé surtout de ton inceste et donc de ce côté de survivante que tu es, c'est le mot effectivement que tu as utilisé. Ce qui me paraissait aussi intéressant de développer avec toi, c'était le fait que tu étais également victimologue. Évidemment, tout l'intérêt, quelque part, entre guillemets, cette double casquette, c'est que les personnes que tu reçois dans le cadre de ta profession, ben, tu les comprends d'autant mieux que tu es passé par là. Et je pense que par rapport au lien de confiance qui peut s'instaurer, ben, il sera d'autant plus facile, profond et le cas échéant porteur de succès que tu sais précisément de quoi tu parles pour l'avoir toi-même subi. Et donc, tu peux un peu nous expliquer, Éléonore, en quoi consiste justement la victimologie? Alors, au fond, la victimologie s'articule sur deux spécialités, l'une étant juridique, l'autre étant psychologie. Alors, effectivement, bon, on est à l'intersection des deux et ben, c'est un peu l'histoire de du patient qui demande cette prise en charge, puisque il y a des moments où bah, le recours à la justice n'est pas d'actualité et où tout se passe au fond entre les murs du cabinet ou dans un groupe de parole ou en tout cas dans un lieu privé. Et puis, il y a des moments où on va devoir accompagner la victime et la soutenir dans les démarches qu'elle va faire à l'extérieur, dans les démarches qu'elle va faire auprès de la justice, auprès de la police, euh, et où elle est souvent démunie et désarmée. Mm-hmm. Parce que, par exemple, faire un PV dans le cadre d'un dépôt de plainte, bah, les victimes sont souvent démunies pour aller déposer plainte et pour trouver les mots qui vont figurer sur ce PV parce que elles sont dans un état émotionnel qui ne leur permet pas euh, d'être, d'avoir une audition de qualité. Et donc, la victimologie, bah, ça aussi, par exemple, préparer un dépôt de plainte et voir quels sont les points qu'on va soulever, comment on va le dire, comment on va s'exprimer, etc. Mm-hmm. Et aussi accompagner la personne. Alors, évidemment, bon, à ce niveau-là, on travaille aussi énormément avec les avocats qui sont là, qui sont habitués à traiter ce genre d'affaires. Et c'est vrai que la victimologie, comme moi je l'expérimente, c'est plutôt le versant psychologique. Donc, tout ce qui est propre à la psychotraumatologie, du même coup. Puisque ça, c'est pour moi une clinique qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut par ailleurs considérer comme pur psychologique. La psychotraumatologie, c'est vraiment une discipline à part entière et je pense que les gens qui sont victimes de traumas doivent frapper aux bonnes portes et que si la personne n'est pas psychotraumatologue, le setting est déjà faussé dès le départ. Oui, c'est un peu ce qu'on disait en off. C'est vrai que c'était super important, évidemment, pour la victime d'être bien orientée parce qu'on sait que ça peut demander un effort considérable de faire la démarche. Et si en plus la démarche n'aboutit pas parce que finalement elle a frappé à la mauvaise porte ou qu'elle a rencontré la mauvaise personne simplement, il n'est pas certain évidemment qu'elle aura la force, le courage et l'énergie
de refrapper une seconde fois la bonne porte, d'où l'intérêt d'être bien orienté dès le départ. Et on disait aussi évidemment dans le premier entretien que l'aspect soutien associatif est extrêmement important. Et là, pour le coup, effectivement, cet aspect juridique et cet aspect suivi psychologique, cette double approche complémentaire, évidemment, qui peut être offerte entre guillemets à la victime, c'est extrêmement important. Et le fait d'avoir affaire à des personnes aussi sur le plan juridique qui sont formées précisément, tu parlais des avocats, c'est vrai que c'est extrêmement important de savoir que ça existe et de frapper effectivement à ce type de porte-là et pas se perdre dans les méandres de tout ce qui peut être offert sur le marché, du plus mauvais au meilleur. Hein. Oui, c'est ça qui est surtout important. C'est ça qu'il est important de savoir. Et donc là, je pense que le travail d'information au sens large du terme, sur le paysage associatif, sur le paysage des potentialités de prise en charge des victimes de traumatisme. Pour moi, cette information, c'est une clé de voûte au fait que la personne va pouvoir commencer à aller mieux, puisque voilà, on ne le dit pas assez, mais le nombre de gens qui frappent aux mauvaises portes chez des personnes, chez des psys qui n'y comprennent rien ou qui n'ont pas l'air de savoir ce que la personne évoque quand elle parle de sa souffrance. Bon, ben ce n'est pas quelque chose de rare. Et donc, je crois que le premier souci, c'est d'informer. C'est d'informer. D'informer parce que, bon, au fond, il y a pléthore d'associations, mais ici, en Belgique, par exemple, il y en a une qui s'occupe d'inceste. Une et une seule. Et toi, en fait, tu as commencé ce métier-là, en fait, à partir de quand? Parce il faut quand même être capable aussi, forcément, de nouveau, par rapport à ton vécu, de l'avoir suffisamment digéré pour être en mesure de venir en être à d'autres personnes. C'est aussi quand même tout un cheminement. Donc, j'imagine que ça ne s'est pas fait forcément non plus du jour au lendemain. Non, et en fait, bon, j'ai d'abord fait énormément de travail personnel et j'ai commencé à travailler il y a de ça plus de 20 ans, avec déjà des personnes traumatisées, mais je ne savais pas que je travaillais avec le trauma. Personne à l'époque ne parlait vraiment du trauma et du psychotrauma, etc. Donc, c'était les prémices. On ne parle pas depuis très longtemps du trauma. Les premières fois où on a parlé du trauma, c'était après la guerre du Vietnam aux États-Unis, le temps que tout ça s'exporte et puis fasse son chemin. Et puis bon, voilà, le traumatisme au départ, c'était les victimes de guerre, point barre, quoi. Et donc, seules les victimes de guerre étaient potentiellement traumatisées. Et puis, on a entendu par traumatisme aussi l'accident de voiture, l'accident d'avion, le tremblement de terre, etc. Ici, on est sur la sphère de ce qu'on appelle les traumas complexes, c'est-à-dire les traumatismes qui ont eu lieu de manière répétée pendant l'enfance, essentiellement, et puis à l'âge adulte pour certains. Cette conceptualisation du trauma, tu dirais que ça a été mis en œuvre, découvert par Muriel Salmona. C'est elle en fait qui est à l'initiative, à l'instigation, je dirais, de toutes ces recherches et ces connaissances que l'on a accumulées maintenant? Oui, c'est ça, c'est Muriel Salmona et puis l'équipe aussi de Gérard Lopez, qui est à la tête de l'Institut de victimologie de l'Université Paris-Descartes, où là, bon, ben, on a effectivement initié des recherches sur le trauma complexe. Maintenant, il y a eu énormément aussi de travail fait
en Hollande, par exemple, en Scandinavie, etc. Donc, je veux dire, ici, on est sur quelque chose d'assez hexagonal, franco-français, mais au fond, le monde du psychotrauma, il est très, très international. Le brassage des idées, c'est pas comme le brassage des idées est vraiment international. Je pense que voilà, l'essentiel de la littérature est anglo-saxonne, mais qu'aussi en France, on a eu des gens comme Janet, Pierre Janet, qui a été un des premiers à creuser un peu autour du traumatisme, à savoir ce qu'il était, les conséquences qu'il en avait, qu'est-ce que c'était une mémoire traumatique, etc., etc. Donc, mais tout ça est dans l'ensemble relativement récent. Mais alors justement, pour être pratico-pratique, mais tu dirais dans le cadre d'une séance, en fait, concrètement, par rapport à ce type de personnes incestuées, comment le thérapeute s'y prend pour essayer d'amener la personne à verbaliser ce qu'elle a vécu, sans le cas échéant, idéalement, j'imagine, lui faire revivre précisément les moments d'inceste et sans lui faire revivre le trauma lui-même, si c'est possible d'avoir des techniques qui permettent d'avancer de manière, je dirais, pour le coup sécure et sans le cas échéant, tu le disais aussi, je pense, lors du premier entretien, sans le cas échéant, obliger la personne à se souvenir de tout. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres méthodes que simplement dites-moi ce que vous avez vécu et à partir de là, je peux commencer à vous aider. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en ça que la clinique du trauma diffère d'autres cliniques, c'est que on ne va pas forcément aller vers le récit autobiographique. Dites-moi ce qui vous est arrivé, racontez-moi ce qui vous est arrivé par le menu détail et comment on a travaillé. Et ça, moi, je m'en suis aperçue très tôt. Comme je disais, j'ai commencé à travailler avec le trauma sans me rendre compte que je travaillais avec le trauma parce qu'on ne nommait pas encore les choses de cette manière-là à l'hôpital psychiatrique où je travaillais. Mais c'était des gens qui étaient principalement très affectés par des assuétudes, très affectés par des troubles alimentaires. Donc, souvent, on avait, donc souvent d'ailleurs, on a derrière ce tableau symptomatique des personnalités traumatiques. Et donc, ce dont je me suis aperçue assez vite, c'est que ces patients avaient beaucoup de mal à parler, justement. Beaucoup de mal à parler, beaucoup de mal à élaborer comme on le fait en ce moment, c'est-à-dire, voilà, il m'est arrivé ceci, et puis, voilà, d'élaborer, de donner un sens, de pouvoir s'étendre longuement sur leur vécu. Donc, il y avait comme si, au fond, ben, le symptôme prenait le relais des mots, avait pris la place des mots. C'est un peu ça. C'est le trouble alimentaire chez certaines patientes avait pris complètement la place des mots. Et donc, ben, l'essentiel des approches thérapeutiques étant basées sur la parole, et c'est vrai que la parole est pleinement thérapeutique à certains moments, je n'en disconviens pas, mais ici, elle était inopérante. Elle ne suffisait pas. Et donc, prêter les mots, oui, le thérapeute peut le faire, prêter les mots, mais là non plus, ça ne suffisait pas. Alors, je suis devenue thérapeute familiale dans un premier temps et j'ai découvert à cette occasion-là beaucoup de supports non verbaux, de manière d'intervenir qui n'étaient pas linéaires, verbales et qui contournaient au fond la parole. Et je remarquais que c'était des leviers thérapeutiques importants. Et donc,
je suis restée thérapeute familiale et j'ai développé de plus en plus de techniques non verbales, ce qui faisait étonnamment progresser la thérapie à partir du moment où on ne se contentait pas des mots. Et puis, je me suis formée à l'hypnose, à l'EMDR et je me suis formée, c'était quasiment une obligation et un point d'aboutissement aussi, puisque bon, au niveau de ta formation en EMDR, tu entends parler de trauma non-stop. Et donc, à un moment donné, ça s'est un peu imposé à moi, l'idée de faire un cursus en victimologie, en psychotraumatologie. Ça. Et donc, au final, voilà, c'est la progression d'une pratique où j'ai envie de te dire, je crois que j'ai toujours travaillé avec le trauma, mais que ma clinique a évolué, mes prises en charge ont évolué. Et voilà, c'est comme dans n'importe quel boulot, je pense que tu ne fais pas les choses de la même manière 20 ans avant et 20 ans après. Bien sûr, bien sûr. Les choses évoluent, puis il y a l'expérience. Mais ce qui est intéressant par rapport à la méthode, évidemment, c'est que de fait, elle est moins intrusive. Et le gros problème, évidemment, quand on est traumatisé, j'imagine, ce sont tous ces boucliers, cette résistance. Et donc, dès qu'on vient toucher à quelque chose de problématique, même de manière inconsciente, les boucliers se lèvent et finalement, la thérapie est rendue impossible. Et donc, ici, c'est, je dirais, tout l'intérêt de la méthode, c'est d'éviter ces situations de blocage qui permettent aussi, j'imagine, du coup, pour le patient, de voir qu'il y a un mieux-être qui se met en place peut-être de manière plus rapide que dans le cas d'une psychanalyse qui peut parfois durer des années sans forcément voir d'une séance à l'autre une amélioration, ce qui peut aussi être désespérant quand même. Oui, je te rejoins à ce niveau-là et surtout, je pense que il faut quand même préciser qu'on ne commence pas à pratiquer le MDR à la deuxième séance. Il peut y avoir des cas où la route est ouverte et tant mieux, mais c'est rarement le cas. Je pense que si on installait le MDR dans les 2 premières séances avec des personnes qui sont très en souffrance, il y aurait la même levée de bouclier et de système de défense qui replierait l'espace thérapeutique et l'anéantirait tout simplement. Et donc, je pense que ce qu'il est important de cibler dans un premier temps, puisque tu me posais la question, c'est une fenêtre émotionnelle où il est possible de travailler. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit suffisamment stable que pour pouvoir travailler et en parallèle que ce lien de confiance se travaille, que ce lien de confiance se construise petit à petit. Et donc, ça veut dire que à côté de l'MDR, à côté de l'hypnose, on a des techniques de stabilisation de la personne, puisque si une personne arrive et qu'elle est en abréaction émotionnelle ou si elle n'a pas d'émotion, on est hors fenêtre et là, le travail n'est pas possible. Si tu es trop haut, tu es trop bas, il ne se passe rien, tu ne sais pas travailler. Et donc, l'idée, c'est vraiment au fil des semaines, d'amener la personne dans une fenêtre de tolérance émotionnelle où elle peut travailler et parallèlement à ça, d'alimenter ce lien de confiance. Et le MDR, en fait, tu en parlais tout à l'heure, Eleonore, ça avait surgi justement pour les grands traumatisés de guerre.
Donc, est-ce que cette méthode-là est de fait, du coup, adaptée pour les victimes d'inceste? Et alors, deuxième aspect par rapport à la MDR, justement aussi, c'est le fait que le MDR, est-ce que la technique, justement, qui est mise en place, ce n'est pas de faire revivre le trauma, le cas échéant, ou en tout cas, s'il n'y a pas réellement un risque dans le cas de l'MDR de faire revivre le trauma, ce qui, a priori, n'est pas forcément une bonne chose si on souhaite effectivement permettre à la personne d'avancer de manière sécure. Alors, c'est intéressant la question que tu poses parce que effectivement, dans le MDR, ce qu'on va mettre en place, c'est de descendre des trajets mnésiques. Donc, ça veut dire que le cerveau, lui, il enregistre les infos venues de toutes parts, voilà, à sa guise, selon certains schèmes précis. Et donc, en EMDR, tu descends le long de ces trajets mnésiques où, au fond, tu ne sais pas, en tant que thérapeute, sur quoi ça va déboucher. Ça peut déboucher sur des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet, la raison pour laquelle la personne consulte dans un premier temps, et puis revenir, et puis repartir. Donc, voilà, c'est le pilotage n'est pas conscient, volontaire. Le pilotage, c'est le cerveau qui livre à sa guise son propre travail. Et donc, en ça, effectivement, le trauma, il est susceptible de surgir n'importe quand et n'importe comment. Le risque est bel et bien là. Mais en contrepartie, et c'est pour ça que j'insistais au départ sur les techniques de stabilisation, c'est que au moment où on va commencer ces balayages oculaires et au moment où on va les pratiquer, on ne va pas interrompre une séance n'importe quand. On ne va pas le faire si le patient est trop instable ou trop fragile. On ne va pas laisser le patient sortir dans un état de décompensation. Il y a tout, si tu veux, autour de l'EMDR, il y a une manière de le pratiquer, une manière de le préparer, une manière de le clôturer, qui vont faire en sorte que même si la personne est exposée effectivement à une mémoire traumatique, ce qui arrive souvent, elle ne va pas en ressortir détruite. D'accord. C'est rassurant. Mais alors, l'autre aspect que tu évoquais, enfin que tu l'as évoqué, mais c'est vrai que c'est important d'y revenir, c'est que le MDR, tu as parlé en fait du balayage des yeux. En quoi est-ce que les yeux sont importants justement dans cette technique-là? Alors, j'évoquais tout à l'heure que en fait, nous étions nés avec une petite machine de retraitement de l'information et du souvenir qui fonctionne très bien. Et effectivement, on s'est aperçu que le moment où une personne retraite ce qui lui est arrivé, les informations qu'elle a à retraiter, par exemple les informations de ce qui lui est arrivé la journée, c'est pendant certaines phases de sommeil où on observe très bien les dormeurs rouler des globes oculaires de droite à gauche, comme ça, et on voit très très bien l'activité de retraitement de l'information du cerveau pendant certaines phases du sommeil, au moment où le dormeur rêve. Et en fait, c'est la même chose qui va se produire en EMDR, mais cette fois-ci de manière étayée, guidée, organisée et orchestrée par un thérapeute. Mais donc,
ce retraitement de l'information, c'est celui que fait le dormeur en rêvant. Donc, c'est vrai que quand tu reçois un patient, même si ta demande se formule en 2 mots, voilà, j'ai peur des araignées, je voudrais guérir de ma phobie, on ne sait jamais si potentiellement il n'y a pas de trauma complexe tapis dans l'ombre. Et donc, d'où la nécessité, on a des techniques fabuleuses. Le MDR est vraiment une méthode incroyable dans le traitement des traumas. Maintenant, l'important, c'est aussi tout ce qu'on tisse autour, c'est-à-dire que je te parlais tout à l'heure de méthodes de stabilisation, de s'assurer que le patient était dans une fenêtre de tolérance émotionnelle acceptable, de s'assurer que le lien thérapeutique était suffisamment fort et en confiance, de s'assurer aussi que à la fin de la séance, le patient était suffisamment stabilisé que pour reprendre sa vie quotidienne, son boulot, son rôle de père de famille, que sais-je encore. Donc, tout ça fait partie de la prise en charge et donc, oui, il y a reconfrontation au trauma en EMDR, bien entendu, et de manière contenue, c'est ça le terme, contenue par le thérapeute. Il faut que le patient soit contenu par le thérapeute. Et donc, là, on a effectivement beaucoup de choses à notre disposition en tant que thérapeute. Et c'est vrai que les thérapeutes, je pense, je ne sais pas s'ils le font de plus en plus, c'est difficile à estimer parce qu'on parle peu de notre véritable pratique, sauf lors de journées de formation. Mais pour ma part, je suis de plus en plus convaincue que les questionnaires, les tests qui ont été mis au point, et il y en a beaucoup dernièrement par rapport au mode d'attachement, par rapport au vécu de trauma dans la petite enfance, par rapport aux troubles dissociatifs. Tout ça sont des tests qui tiennent la route, qui donnent une indication précise de là où en est le patient, parce que le psy n'est pas un apprenti sorcier et le psy n'est pas devin, loin de là. Donc, je pense que le primum non nocere doit être toujours de mise de toute manière et que tout cet arsenal de tests, ces méthodes de stabilisation, etc., vont permettre au patient d'affronter ce qu'il a vécu et de le retraiter. Parce que le but de l'EMDR, c'est le retraitement. C'est ça. Et le but n'est pas évidemment d'aller à la pêche en allant un petit peu au fil de l'eau, au hasard de ce qui remonte, mais d'encadrer effectivement correctement le patient. Alors, je sais évidemment, Éléonore, qu'en fonction du type de trauma simple ou complexe, évidemment, j'imagine bien que le temps des séances sera plus ou moins long, mais par rapport, ici à notre sujet de nouveau, par rapport à l'inceste, en moyenne, est-ce qu'il existe une moyenne, enfin, est-ce que tu pourrais donner en fait un ordre d'idée par rapport au temps que peut effectivement prendre ce type de séance? Tu veux dire le temps d'une séance? Le temps d'une séance et le temps, je dirais, nécessaire pour qu'à un moment donné, le thérapeute puisse mettre fin à l'MDR en partant du principe, j'imagine, que la personne est suffisamment stabilisée, justement. Alors, ça dépend évidemment toujours d'une personne à l'autre. On n'est pas dans une science exacte, on n'est pas dans une équation. Tout ça reste
multiples parce que chaque humain est différent. Maintenant, c'est vrai que le MDR a comme l'hypnose cet effet de mettre un turbo dans le psychisme quelque part, et donc les prises en charge sont beaucoup plus courtes que dans des méthodes comme la psychanalyse où la personne est amenée à parler. Voilà, c'est un cliché en même temps, oui et non, mais c'est vrai qu'on voit toujours la psychanalyse comme étant un travail qui s'étale sur des décennies. Donc ici, on n'est pas sur des méthodes du tout qui sont, qui sont comparables, mais il y a des traitements qui peuvent prendre 1 an, il y a des traitements qui peuvent prendre quelques mois. Tout ça dépend de ce que le patient a à retraiter. Mais par contre, on va très vite mieux. C'est ça. Et Voilà. ça, c'est un élément capital justement à souligner, c'est que des séances, finalement, il y a un mieux-être. Ça veut dire, j'imagine, que précisément la personne parvient petit à petit aussi à renouer avec ses sentiments, avec ses émotions, celles qui étaient quelque part rigidifiées, qui était impossible de faire surgir. Et donc, ça remet en place le lien à soi, et j'imagine que ça remet du coup en place aussi le lien aux autres. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je veux dire, le travail thérapeutique peut s'étendre sur 1 an, peut s'étendre sur 6 mois, peut s'étendre sur 3 mois. On ne sait pas, on ne peut pas augurer de sa durée en début de prise en charge, en début d'accompagnement. Cependant, avec ce qu'on met en place au départ en termes de méthodes de stabilisation, etc., la personne va rapidement aller mieux. Alors après, le travail n'est jamais exhaustif de toute manière, et le travail peut s'interrompre quand la personne s'estime aller suffisamment bien. Et puis voilà. Mais en tout cas, une chose est remarquable, c'est que la personne va rapidement mieux. C'est ça. Et donc, ça signifie du coup que les personnes qui entament le MDR sont des personnes qui, a priori, vont aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, est-ce que, parce que bon, c'est pas toujours évident de respecter chaque rendez-vous, de se dire, bon, allez, c'est le moment d'y aller, on peut avoir des réticences, et à un moment donné, lâcher prise, j'ai envie de dire, donc, et ne plus continuer sa thérapie alors qu'elle sera encore nécessaire. Mais ici, par rapport à cette méthode-là, justement, le fait que de séance en séance, on peut voir un mieux-être, ce qui a priori est quand même positif et engendre un encouragement à persévérer. Est-ce que du coup, ça veut dire effectivement que ceux qui entament les séances, en général, vont jusqu'au bout de leur thérapie? Oui, en général, oui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est propre aux personnes très traumatisées. C'est justement de par ce qu'imprime le trauma dans leur comportement. Il y a énormément de rendez-vous ratés, de décrochages, voilà. L'important là-dedans, dans ce cas de figure précis, c'est que le thérapeute soit suffisamment cadrant, mais aussi suffisamment souple pour maintenir ce lien. Et donc, oui, un patient ne vient pas, ne prévient pas. Ça fait partie du trauma. C'est un des effets secondaires du trauma. Et donc, en tant que psychotraumatologue, ta réaction ne va pas être celle non plus d'un psy qui va dire, écoutez, vous n'allez pas respecter le cadre. Ici, la première chose, on va s'inquiéter, on va téléphoner, on va maintenir le lien, et ce lien doit rester souple. Et donc, c'est pareil en termes de poursuite de la thérapie ou d'interruption de la thérapie. Quelqu'un peut très bien interrompre sa thérapie, revenir quelques mois plus tard en disant, voilà,
ici, j'ai un petit passage à vide, ou voilà, et puis bon, ben, voilà, c'est reparti pour quelques séances. Mais c'est vrai que la plupart du temps, le travail, étant donné qu'il est, on voit la progression dans le temps et que la personne, ben, la personne entre deux séances, elle va travailler aussi, par exemple, tu vois. On ne va pas la laisser dans le vide d'une semaine à l'autre. Elle aura du travail à faire avec elle-même. Et donc, vu la progression qu'elle va constater, ben, évidemment, elle, elle sera moins dans le décrochage que si les effets se font attendre, et si au bout de 3 mois, bah, elle se dit, mais pourquoi est-ce que je vais chez le psy? Au fond, qu'est-ce que je vais encore pouvoir dire? Oui, tout à fait, exactement. C'est là aussi que je souhaitais effectivement que tu mettes le doigt sur l'intérêt de ce type de thérapie, c'est justement de voir un mieux-être et donc une assiduité, je dirais, à suivre les séances de manière régulière, tout en sachant aussi, ça c'est important aussi, que la personne par définition qui a été causée des émotions, qui a une personnalité parfois extrêmement figée, si le cadre évidemment dans lequel elle se situe est lui-même figé, c'est clair que ça ne peut que renforcer ses résistances et finalement la faire entrer en peur panique aussi, quoi. C'est ça que je voulais dire en disant que le lien thérapeutique doit rester souple, contenant et souple. C'est ça. Et quand peut-on estimer, en fait, Éléonore, qu'une personne peut de fait cesser sa thérapie? Quels sont les signes, en fait, que toi tu repères pour poser le diagnostic selon lequel, voilà, désormais il ne sera plus nécessaire de venir chez moi? Et je pense que l'indicateur, le meilleur indicateur, c'est la personne elle-même, puisque le sujet est supposé savoir. Hein. Et donc, je pense que la perception qu'a la personne de sa propre souffrance, à un moment donné, est un indicateur qui, au fond, est un des meilleurs. Et en fait, on ne termine jamais de manière abrupte, hein. On espace et on espace de plus en plus, mais on ne termine pas de manière abrupte. Et puis, j'ai envie de dire que il y a rien d'irréversible là-dedans. C'est qu'à un moment donné, si la personne sent qu'elle n'est pas prête, ou qu'elle a besoin de revenir parce qu'autre chose a émergé, ben, elle revient. Mais je pense que le meilleur indicateur, c'est vraiment l'abaissement de la souffrance, de l'importance de la souffrance, et puis le fait aussi de ce que ramènent les patients, de se sentir de plus en plus, de moins en moins décalé par rapport à l'extérieur. D'accord. Mais ça veut dire aussi, éventuellement, ça c'est quand même une question que je trouve importante aussi pour que la personne, évidemment, puisse se situer par rapport à là où elle en est. Est-ce que ça signifie qu'après ce type de thérapie, on peut considérer qu'une personne peut véritablement guérir en fait de son trauma ici de l'inceste, ou bien est-ce que les situations, comme tu disais tout à l'heure, les odeurs, une couleur de tissu, etc., à un moment ou à un autre peut toujours faire revenir ce trauma, ces réminiscences du passé, est-ce qu'elles sont susceptibles de ressurgir éventuellement avec la même force, ou le cas échéant ressurgir, mais dans ce cas-là de manière beaucoup plus, j'ai envie de dire, temporaire et le cas échéant moins élevée? En fait, c'est ça, c'est la charge émotionnelle. D'abord, on va travailler sur cette charge émotionnelle qui au début est cataclysmique dans un traumatisme et qui te laisse anéanti et qui te laisse par terre et qui ne te permet pas de te relever. Dans le cadre du travail de la thérapie, il va y avoir une désensibilisation
et un retraitement qui vont faire que le trauma n'aura plus, ou en tout cas, un trauma se réveille à partir du moment où un élément dans ta vie quotidienne va potentiellement rappeler un de ces éléments constitutifs. Et donc, voilà, tu marches sur des mines tout le temps. Donc, tu ne sais jamais, c'est une odeur. Voilà. Il te suffit de très peu de choses, d'un détail homéopathique pour réveiller un cataclysme émotionnel. C'est ça l'effet du trauma dans la vie de tous les jours. Et donc, ça veut dire qu'après une thérapie EMDR, ben, ce cataclysme émotionnel, il est apaisé. Donc, on n'est plus dans des raz-de-marée qui renversent tout sur leur passage, et que même s'il y a réminiscence, ben, l'impact ne sera plus jamais comme avant. Tu n'oublieras pas, évidemment, c'est constitutif de toi, on n'oublie pas. Au contraire, on recouvre la mémoire, et cependant, ben, grâce à l'EMDR, la mémoire traumatique est désamorcée. Hein, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, la mémoire traumatique, c'est une mémoire qui n'est pas autobiographique, c'est une mémoire qui, quand elle se réveille, opère comme si le trauma était en train de se passer hic et nunc. Maintenant, tu es dévasté, voilà, tu es violée à l'instant où elle déferle, et elle est involontaire, et donc elle peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est vraiment comme une bête tapie dans l'ombre qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Mais donc, cette mémoire traumatique va être effectivement non seulement désensibilisée, mais retraitée par le MDR, parce qu'il n'y a pas qu'une désensibilisation. Ça, c'est l'EMD tout seul. Il y a le retreatment, donc on va retraiter cette information pour qu'elle ne soit plus, pour qu'elle ne mette plus la personne à mal. C'est ça. Et donc, oui, le souvenir va subsister, mais à partir du moment où tes souvenirs les plus douloureux ne sont plus, tu peux les mettre en histoire, c'est ça qui est important, tu peux les mettre en histoire, les raconter de manière à ce qu'elles aient un sens pour toi, mais leur effet est complètement désamorcé. C'est ça. Donc, ça veut dire effectivement, du coup... Quand tu peux raconter ce qui t'est arrivé sans être complètement dévasté, sans être mis à mal, sans être dans l'impossibilité de fonctionner dans ta vie de tous les jours, mais au contraire, en le racontant, en disant, bah oui, ça a eu lieu, oui, ça a été douloureux, et voilà, je suis ici aujourd'hui, bah oui, ça c'est une façon d'aller beaucoup, beaucoup mieux. Et de prendre la parole, c'est une façon aussi d'aller beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est surtout une façon aussi de montrer quelque part que l'on va beaucoup mieux. C'est-à-dire que voilà, le fait de prendre la parole, c'est comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est concrètement prendre conscience que de fait, on va mieux. On peut retrouver quelque part une vie normale après le trauma, même si, comme tu le disais, sur le plan affectif, c'est pas forcément pour autant que les choses sont à 100% résolues. Il y a quand même des domaines de la vie qui restent problématiques. Oui, mais j'ai envie de dire que ça, c'est tout le cheminement, et chaque cheminement est différent. Le chemin de la réparation ne s'interrompt pas comme ça avec la fin d'une thérapie. Je pense que la reconstruction de la personne, ça va continuer, c'est au long cours, c'est pendant toute sa vie. Maintenant, ce qu'on vise, nous, en thérapie, c'est de faire en sorte que cette souffrance disparaisse. Pour moi, l'indicateur, c'est la souffrance de la personne. Et tant que cet indicateur n'est pas au plus bas, je ne suis pas satisfaite.
C'est ça. Il y a deux choses en fait dans ce que tu expliques, je pense, c'est que d'une part, il y a effectivement l'indicateur relatif à la souffrance, et d'autre part, il y a la possibilité ou non de renouer le cas échéant des relations affectives. Je pense ici en particulier aux personnes qui ont vécu en couple avec, le cas échéant ici, un mari pervers. Oui, Elle va avoir du mal, cette femme, à renouer en fait un lien normal, affectueux, affectif, bienveillant, en confiance avec un homme, justement. La peur, j'imagine, de revivre ce qu'elle a réussi finalement à fuir. oui, ça, effectivement, c'est un, comme je disais, c'est le chemin n'est jamais terminé, mais c'est Mm. aussi après avoir apprivoisé sa propre souffrance et après l'avoir transformée, hein, un peu comme dans une œuvre alchimique où tu transformes les choses et tu vas de mieux en mieux. C'est aussi de pouvoir à un moment donné être suffisamment solide que pour pouvoir reprendre un risque, puisque toute relation est un risque, à mon sens, surtout les relations amoureuses, un risque qui te permet euh, de, de perdre un tout petit peu l'équilibre, mais de ne plus te faire vaciller, C'est de ça, ne plus te faire tomber, c'est ça. puisque la relation de couple, c'est comme une danse. Qui dit relation de couple dit, à un moment donné, tu dois bien te déséquilibrer quelque part, tu dois perdre un peu l'équilibre pour pouvoir esquisser ton pas de danse. Si tu as peur, tu ne le feras pas. Ou si tu es déjà tombé, tu ne le feras pas. Maintenant, la reconstruction permet sans doute à certaines personnes, en tout cas, à un moment donné, de reprendre ce risque, mais euh, en étant un risque maîtrisé. Mm. C'est ça. Tout en se disant aussi quelque part que le fait de vivre une relation affectueuse, que ce soit avec un homme ou avec une femme, n'est pas non plus un passage obligé, qu'on peut finalement trouver un équilibre dans la vie différemment sans avoir envie finalement de se remettre en couple simplement. Ah, tout à Et, fait, parce que je veux dire, le lien du amoureux, le lien du couple n'est pas le seul lien. Je veux dire que le lien peut prendre des formes multiples et être tout aussi satisfaisant qu'un lien de couple. Hein. oui, tout à fait. Je ne sais pas, Léonore, si tu souhaitais encore rajouter quelque chose. Mais en fait, je pense qu'il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est peut-être l'aspect prévention, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il serait nécessaire de mettre en place, et nous pensons, hein, je pense, à SOS Incest, nous pensons que il serait nécessaire de mettre en place des campagnes de prévention dans les écoles parce qu'au fond, ben, les enfants, les adolescents victimes d'inceste sont enfermés dans une loi du silence et ne sont souvent pas au courant que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire, qui est interdit, qui est, voilà. On parle de relations d'emprise et donc je pense que informer les élèves, informer aussi les professeurs à repérer un enfant qui ne va pas bien, à repérer un enfant qui pose question et à le signaler. Je crois que c'est un point important dans la progression de l'aide aux victimes. Oui, c'est ça. Le côté préventif, effectivement, et aussi le côté, la personne est victime, mais elle doit avoir quelque part la possibilité, savoir qu'elle a la possibilité, si elle le souhaite, d'avoir un lieu où elle peut en parler. Oui, c'est ça. Parce que bon, les enfants, même si effectivement le cas échéant, comme c'était le cas dans ta famille, sont extrêmement isolés, ben, il y a quand même l'âge de l'obligation scolaire qui fait qu'ils doivent aller à l'école. Et Oui, donc, voilà. donc, là, éventuellement, il y a un milieu qui peut être porteur, qui peut être attentif Oui. et dans lequel l'enfant, précisément, peut essayer de trouver une parole pour dire ce qu'il vit dans sa famille, parce que c'est pratiquement, finalement, le seul lieu, si on
part du principe qu'éventuellement tout ce qui est activité extrascolaire, aller jouer avec les amis, etc., si tout ça évidemment est extrêmement réduit, en plus, ce n'est pas forcément des adultes que ça va se passer, mais avec des enfants, donc c'est encore un contexte différent, mais pouvoir se retrouver dans un contexte favorable, bienveillant, avec un adulte formé pour repérer, du coup, l'enfant éventuellement peut dire une parole qu'il n'aura pas l'occasion de dire ailleurs que là. Oui, c'est ça. Je pense que l'école est vraiment un creuset où on peut mettre en place pas mal de choses. Et bon, bah, ça fait très, très, très longtemps que je travaille avec des adolescents. Et même chez les enfants plus petits, je pense que s'il y avait euh, une prévention, des choses mises en place au niveau de la prévention ou au niveau de l'information, avec un lieu où l'enfant puisse déposer quelque chose qui traverse et qui est difficile pour lui, mais ce serait une avancée pour moi énorme parce que dans toute la littérature et dans tous les témoignages, c'est pourquoi est-ce que la victime parle si tard, pourquoi est-ce que la victime ne parle pas. Or, la souffrance, quand tu as un enfant maltraité, elle est là. Oui, là, Moi, je me souviens en tant que survivante que petite, c'était une tristesse sans fond, que j'avais conscience de cette souffrance, que j'aurais voulu déposer quelque part, mais que je ne pouvais pas déposer. Et donc, voilà, il faut un lieu suffisamment bienveillant et suffisamment en phase que pour pouvoir accueillir ça, oui, j'en suis convaincue. Ouais. Et je pense qu'avec le mouvement MeToo Inceste, c'est effectivement finalement le prolongement d'autres maltraitances subies finalement dans tous les milieux. Hein. C'est vrai que la maltraitance est transversale, j'ai envie de dire. Donc, on arrive enfin quelque part à parler maintenant d'un des derniers tabous qui est effectivement celui de l'inceste. Il restera sans doute aussi à parler de manière beaucoup plus proactive de l'inceste des mères sur leurs enfants, parce qu'on parle beaucoup encore d'inceste père-fils ou père-fille, mais ça existe aussi évidemment dans le chef des mères maltraitantes. Mais en tout cas, on voit bien effectivement qu'on avance, et même si le mouvement MeToo et MeToo Inceste, parfois on fait le reproche à ces mouvements d'être un peu des tribunaux populaires et de se substituer à la justice, en même temps on voit bien qu'on a besoin et des associations et de la parole des victimes et d'être porté justement par ce type de mouvement qui est une des possibilités aussi pour libérer la parole, outre le fait que voilà, notre échange du jour a aussi été l'occasion de t'entendre, de te laisser parler à visage découvert, ce dont je te remercie parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. Et l'intérêt aussi pour moi en échangeant avec toi, c'est d'avoir la possibilité éventuellement d'éveiller chez d'autres l'envie de parler à leur tour, parce que je pense, tu l'as très bien exprimé, que la pire des choses, c'est finalement de souffrir intensément jour après jour et de ne pas ne pas être capable d'en parler. Donc, c'est quelque part la double peine. Et ça c'est un cercle infernal qu'il faut absolument rompre. Donc, je te remercie pour ton témoignage et d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Merci à toi, Pascal. C'était un moment important. Voilà. Un tout grand merci, Eleonore, et à bientôt, de toute façon, sur Facebook. Hein. Oui, à bientôt. À bientôt.